Bonsoir. Rencontre entre Alassane Ouattara et Mabry Touakeus. Le chef de l'État a accordé une audience ce mardi 22 mars 2022 au président de l'IDPCI. Que devons-nous retenir de cette rencontre? Eh bien, on en parle en début d'émission. Kwasi Bredoumi Soumaïla, député de la circonscription de Kokomian Tankesté Tinkwakro. Il est porte-parole également du PDCI RDA. Eh bien, ce sera en son compagnie donc que nous passerons la dernière heure de ce rendez-vous-là, la deuxième partie de notre émission. Nous traiterons du regard du PDCI sur l'actualité sociopolitique ivoirienne. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est content comme tous les soirs, très très heureux d'être en votre compagnie. Il y a un petit air de nasillement, en sans compagnie, tu vois. Un petit air de nasillement, mais bon, non, ça n'a rien à voir avec la présence de l'ambassadeur russe. Il n'y avait aucun nazi sur le plateau, je le dis, et je passe à autre chose. Vite, très vite, très vite. Non, ça va, parce que je crois qu'on a retenu la leçon, donc il y a des groupes, vous l'avez noté hier, Madame Bleu. Selon l'ambassadeur, il y avait des groupes d'extrême droite. Exactement. Très bien. Ok. Des ultranationalistes. Exactement, je cherchais le mot. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien, Brice. Très coloré ce soir. Monsieur Bois, André, comment allez-vous? Ça va. Bonsoir Brice, bonsoir à vous chez vous. Très black ce soir. Très black ce soir. Ouais. Men in Black. Men in Black. Yeah. Élisée Moulibou, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment vous allez? Je vais très très bien. Je suis juste un peu fâché. Ben pourquoi? Non, parce que je vais juste passer un petit message. Lorsque vous avez un service clientèle et que vous demandez aux gens de vous appeler, c'est un service dépannage, un service clientèle, et que personne ne décroche ces numéros, eh bien, il y a un problème. Il y a problème, dirait John Jay. John Jay. John Jay. Donc, petit message à nos amis de la CIE. Notre petit débat. Je donnerai plus de détails dans la prochaine édition du film. Ceci dit, le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président de l'IDPCI, Albert Mabry Touakeus, se sont rencontrés aujourd'hui, mardi 22 mars. C'était hier plutôt, mardi 22 mars. Vous comprenez? Il faut bien que je me réveille. C'était hier, donc, le 22 mars. Que peut-on retenir donc de leurs échanges? Déjà, je parle à M. Boulougbe, lui qui est un Ivoiro optimiste dans le fond et dans la forme. Déjà, cette photo, elle vous réjouit, celle qui montre le président Ouattara et le président Touakeus côte à côte. Ce n'était pas celle-là particulièrement, mais bon. Non, celle-là où ils étaient assis, hein, ils étaient assis dans le oui. fauteuil, ils sont en train de rire. Oui, c'est des images qui font toujours du bien. En tout cas, pour nous qui aspirons et qui depuis plusieurs temps ne cessons de croire à la potentialité, à la capacité des Ivoiriens d'aller au-delà de leurs ressentiments, d'aller au-delà de ce qui les divise et de pouvoir mettre au centre de tout l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est des images qui forcément nous réjouissent. Ceci dit, ce n'est en rien, comme je le dis, ce n'est en rien une allégeance ou ce n'est en rien une volonté manifeste de faire profil bas ou du moins une volonté de pouvoir être inféodé. Mais je crois que c'est l'expression réelle de ce que doit être la démocratie en réalité. C'est vrai qu'on ne partage peut-être pas une opinion commune, mais on peut avoir cette capacité-là d'échanger vraiment comme des personnes responsables et de parler des situations qui concernent le pays dans leur globalité et dans une atmosphère de paix et de tranquillité et de cohésion. Et moi, je salue vraiment cette démarche qui, pour moi, c'est vrai que ça suscitait ça fait couler beaucoup de salive et d'encre parce que certains ont dit non, Mabry était parti fâché contre Ouattara, aujourd'hui il vient, est-ce que ce n'est pas forcément une volonté d'abandonner les autres? Bon, certains ont vu que qu'on soit d'un camp ou d'un autre, chacun a plus ou moins tenu une position. Mais moi je voudrais, comme je le dis toujours, que les Ivoiriens commencent à s'habituer à ce genre d'attitude et que nos politiciens nous les servent au maximum. Parce que si on n'est pas d'accord sur des points de vue, cela n'enlève en rien le fait qu'on reste ivoirien, qu'on reste des frères et qu'on ait cette capacité-là de nous parler comme des personnes responsables
Tout ça dans un environnement de paix et de cohésion. Peut-être que si les Ivoiriens en parlent, c'est peut-être parce que les Ivoiriens ont été habitués Exactement, à ce c'est ce que genre je dis. C'est d'images, pourquoi je dis que... ces images qui ne sont restées que des images. Je suis entièrement d'avis. C'est pourquoi je dis qu'il va falloir qu'on s'habitue et que nos hommes politiques comprennent qu'ils doivent nous servir plus encore ces gens de rencontres, ces gens d'échanges, de débats. C'est ce que je dis. Bien noté, M. Bologbeux. André Bois, ça vous laisse complètement froid? Complètement froid, un tout petit peu, mais bon, après, je pense que le rôle du président de la République, c'est de rencontrer les acteurs politiques. Donc, pour moi, il n'y a pas de commentaire plus que de, comme je l'ai entendu avec, je disais tout à l'heure, la volonté, allégeance, tout ça. Enfin, nous, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que le président de la République rencontre les hommes politiques, ceux de l'opposition, ceux de la majorité, donc de son parti. Et donc, ça permet aussi de savoir ce qu'ils pensent de la marche du pays. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais tous les deux, quand vous présentez la situation, pardon André, mais quand vous présentez cette situation-là, comme ça, on aurait pu imaginer que c'est Madame Bleu, présidente d'un parti politique lambda, que le président de la République recevrait. Mais il y a eu une histoire, justement, que vous n'évoquez pas, c'est que le président Mabry a été à un moment donné obligé de quitter le pays. Il a été l'un des leaders, en tout cas, Oui, du enfin, mouvement l'un des contestataire. créateurs, Voilà. Non, d'abord, l'un des Pendant créateurs du l'élection présidentielle, RHDP, oui. et puis après, c'est un des membres de l'opposition qui faisait partie de ceux qui contestaient j'allais dire, Il a la même dû s'exiler à hein, un moment donné. d'Alassane Ouattara. Mais ça change quoi, en Des fait? membres du CNT. Je veux dire, en réalité, enfin, je comprends bien votre question, mais pour moi, ça ne change rien si je dois y répondre. Parce que de toutes les façons, je pense que le combat politique, on le mène pour obtenir des résultats. Et quand on ne les obtient pas, le principe de réalité veut que la vie continue. Et la vie qui continue, c'est qu'il y a un président. À un certain moment, il consulte les partis de l'opposition, il discute avec eux. Et puis, bon, voilà. Pour moi, ça La ne devrait rencontre pas n'a être pas été lié. faite à la demande du chef de l'État. Bien sûr, c'est M. Mabry Touakeuse qui a fait cette rencontre. Et moi, Mais souvent, je dirais, ils disent que ça je dis, change non, rien. oui, non, bien sûr. Et souvent, la réflexion que je me fais, c'est que je verrais très mal, par exemple, je prends Mélenchon ou Oui. Marine Le Pen, tout sourire dans les bureaux de la présidence avec Emmanuel Macron. En tout cas, Ah, c'est des scènes que je ne verrais pas, certainement. Non, que tu ne vois pas ou tu Non, n'as- que je ne vois pas, mais en tout cas que je vois rarement, en tout cas, Ah, ben, que je vois rarement. Et rarement. pourtant, ça se fait. Que je vois très Le président rarement. français reçoit les membres de l'opposition. Que je Ah, vois le très leader de rarement, l'opposition. rappelant également le contexte dont on a parlé, il a quitté avec son parti le RHDP lorsqu'il s'agit de choisir un candidat pour l'élection présidentielle. Ensuite, il a été leader du mouvement contestataire, donc le CNT, pendant l'élection présidentielle. Après, ce n'est pas forcément un non-événement, c'est important à saluer. Comme tu l'as dit, le président de la République reçoit tous les acteurs de la scène politique. Est-ce qu'il y a qui une le note demandent. particulière quand même pour le président Mabry, cette rencontre? Bah, je pense que André, il a vraiment envie qu'elle soit très ordinaire, les élections mais- locales se rapprochent. Certainement que son parti a besoin de se recomposer ou est en perte de vitesse, sachant que certains membres de son parti ont décidé de rester dans le RHDP au moment où il lui décidait de partir. Et donc, au niveau de la région, il y a une certaine recomposition au niveau des forces en présence. Tout est possible. Élisée Bologbeux a parlé du comment ça se présente et tout ça, mais certains se posent des questions sur le pourquoi. Un agenda caché. Pourquoi maintenant, concernant le timing, pourquoi rencontrer le président Ouattara Mais je pense que pour répondre à cette question, on ramène à suivre l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui s'en souviennent, quand on est sorti de la période tumultueuse de la présidentielle de 2020 et que les choses se sont un peu apaisées avec le dialogue politique sous la houlette de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, quand les choses se sont tassées un peu, avec l'arrivée en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, on a vu un engagement du président de la République qui, à la rencontre même avec le président Gbagbo, a dit qu'il allait étendre ses consultations à d'autres acteurs, les rencontres à d'autres acteurs. Donc quand on suit, je pense qu'on est dans cette dynamique, dans cette logique de rencontrer ces différents acteurs-là, de la vie politique, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, Albert Mabry Touakeuse a un groupe parlementaire, il est représenté, il est dans l'opposition, donc ce n'est pas un parti qu'on pourrait dire aussi un parti tout à fait négligeable. C'est un région. Voilà, les présidents de région, région donc du Tampi. c'est un acteur politique clé de premier plan aussi. Donc le chef de l'État, en le recevant, il est conforme à ses principes ou à ce qu'il a dit à sa parole, de ce qu'il allait rencontrer les acteurs politiques et autres. Et je crois que comme on est en train de s'approcher inexorablement vers les élections locales, aujourd'hui, on est dans une dynamique de vraiment changer les paradigmes, définitivement tourner la page des élections avec la violence. Et pour qu'on y arrive, je pense qu'il faut qu'on se parle entre nous. C'est vrai que le dialogue politique est arrivé à des résolutions, à des conclusions qui, pour la première fois, comme je l'ai dit, a été ce dialogue-là où tous les acteurs ont signé.
les conclusions. Donc je me dis que c'est des pas qu'on est en train de faire tout doucement. Et dans ces pas-là, il y a ces rencontres-là aussi viennent conforter ces pas. Vous avez tout cité sauf la stratégie politique. La stratégie politique, c'est-à-dire... Pour lui, il n'y a certainement pas de stratégie politique. Non, derrière cette rencontre. quand vous parlez de la stratégie politique, c'est quoi? La stratégie politique ne peut pas être au-dessus de l'intérêt ou de ce qui est important pour l'ensemble des Ivoiriens. Si vous avez une autre stratégie en dehors de ça, c'est que moi, j'estime pour ma part que vous n'êtes pas à votre place. Non, parce que la place qu'on doit avoir, justement, c'est quand même de veiller à ce qu'il y ait une atmosphère qui puisse être propice à développer cette stratégie politique. Moi, je pense que là où tu veux en venir, c'est parlons des Ivoiriens qui voient ces images de rencontres, de sourires au palais présidentiel. Comme étant, par exemple, j'ai même vu des gens analyser ça comme étant un rapprochement certainement éventuellement. blasés ou qui pensent qu'il y a un agenda caché ou que c'est peut-être parce que l'opposition n'est pas forcément évidente pour certains et que d'autres décident peut-être de faire allégeance. Après, ce sont des suppositions. Je pense que c'est normal que les Ivoiriens se posent des questions. André, ouais. Oui, c'est normal que les Ivoiriens se posent des questions. C'est pas normal qu'ils se posent des questions, c'est pas le sujet, mais c'est que quand Élysée dit que s'il y a de la stratégie politique, c'est que machin, non, mais rencontrer le président de la République... C'est pas ce que j'ai dit. Bon, non, je n'ai pas dit qu'il a dit, est-ce que j'ai vu une stratégie politique à l'intérieur? Je lui ai dit, pour moi, au-delà de la stratégie politique, je pense qu'il y a une chose importante qui est l'atmosphère apaisée, l'atmosphère de cohésion dans laquelle on doit pouvoir développer éventuellement s'il y a une stratégie politique. C'est ce que je dis. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a forcément pas de... Oui, parce que le propre d'un homme politique, c'est de faire de la stratégie politique. C'est vraiment je pense que c'est le B à bas de son action. Chaque fois qu'il pose un acte, parce que Mabry, quand il rencontre un président de la République, c'est aussi pour que ça lui profite, pour qu'il passe pour être un homme d'État, quelqu'un d'apaisé, quelqu'un qui... Voilà, donc il y a veut pas... certainement entrer dans les bonnes voilà, grâces donc aussi. c'est forcément de la stratégie politique. Ça n'a rien de très gênant. La question qu'on peut aussi sans doute se poser, et vous le faites bien de la poser, c'est pourquoi maintenant? C'est qu'on sort d'un rendez-vous politique assez important, qui était le dialogue politique. Si on le fait maintenant, c'est justement pour aussi peut-être démontrer qu'on est toujours inscrit dans cette veine-là de dialogue politique. Et puis, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, Mabry Touakeus a besoin, sans doute, de revoir tout un ensemble d'acteurs politiques, peut-être pour regarder ses engagements à la fois, j'allais dire, alliés ou pas. Donc, je pense que le RHDP reste naturellement aussi un parti vers qui il peut se tourner. Moi, je pense que c'est vraiment le jeu normal de la politique. Et n'oublions pas ces liens d'amitié très forts avec le président de la République, malgré ce qui s'est passé. Ils ont quand même ces relations qui sont maintenues. Ça me permet de citer Rulio Dermi, qui nous regarde sur nos pages des réseaux sociaux, qui nous suit, et qui nous dit les politiciens ivoiriens, c'est Tom et Jerry. Exactement. Le jeu de la chaise musicale. Bon, ok, moi je veux réagir. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est le président Mabry que le président reçoit, mais pour ceux qui se souviennent, il y a environ 2 mois ou 2 mois et demi, il a reçu le président Afi. Il a reçu le président Afi, il a reçu le président Mabry. Et en réponse à la question que tu as posée, de savoir pourquoi maintenant, je voudrais juste aussi qu'on revienne aux conclusions du dialogue politique. L'une des conclusions, des recommandations du dialogue politique, c'était qu'il y ait des rencontres d'un certain niveau avec le chef de l'État. C'est l'une des recommandations. Et je pense que c'est la mise en application, certainement, d'une de ces recommandations-là, dans laquelle s'inscrit cette rencontre, justement. On peut l'inscrire aussi dans cet ordre-là. Et certainement que les semaines à venir, les mois à venir, on verra d'autres rencontres du chef de l'État avec d'autres personnes. Une chose est sûre, c'est un signal qui rassure, un signal qui apaise. Oui, on aime voir ce genre d'image, que de voir de la violence, des propos belliqueux qui sont transmis par presse interposée. Donc on aime voir ce genre d'image, ce genre de sourire. On espère que cela augure de joutes électorales, de lendemain meilleur et surtout d'une campagne électorale apaisée. Moi, je veux juste féliciter en tout cas les acteurs politiques dans leur globalité, en tout cas qui depuis un certain temps quand même sont inscrits dans cette dynamique-là. Mais mieux, je voudrais qu'en plus de ces images qu'on voit et qui nous réconfortent, il faut que les actes suivent. Quand je parle des actes, ça veut dire qu'il faut que sur le terrain, les discours, les actions qu'on pose, les appels, vraiment aillent dans ce sens-là et que ce ne soit pas juste pour les photographes qu'on fasse ces images et qu'il fasse mentir l'adage qui dit que, le proverbe de l'adage qui dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Oui, mais pourquoi faire mentir cet adage? Je pense que c'est un adage qui sied bien caché, intérêt personnel, stratégie politique. Vous êtes en train de définir la politique? Oui, changement de veste, voilà. Non, mais après, c'est comme ce qui s'est passé, on va encore citer le cas français, mais
à un moment, tout le monde a appelé à voter Emmanuel Macron ou à voter Chirac. Oui. Et pourtant, c'est les gens qui l'ont toujours combattu. Je pense que la réalité du moment veut que chacun dise, stratégiquement, je ne vais pas appeler à voter Le Pen ou à voter l'extrême droite. Donc, pour moi, ce n'est pas très gênant. Tant qu'on fait de la politique comme on l'aime. La politique comme on l'aime, c'est que les gens se rencontrent, ils essaient de délier des alliances, d'en nouer d'autres. Surtout que n'oublions pas que notre jeu politique n'est pas très marqué idéologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas si à la gauche ou à la droite, tout est brouillé. Donc, les gens ne peuvent que se lier de façon circonstancielle. Même si on demandait à un Ivoirien l'idéologie politique de chacun des partis, il ne saurait même pas le définir. Certains vous répondront, c'est la vie chère. Exactement, c'est la vie chère qui compte. Merci beaucoup, madame et messieurs. Notre levier entendu, c'est juste après ce qui suit. Le World Happiness Report a récemment dévoilé l'édition 2022 de son classement des pays les plus heureux. Bonne nouvelle, eh bien, la Côte d'Ivoire y occupe le premier rang en Afrique francophone, et bien la 3e place au niveau africain, après l'île Maurice et la Libye. Tiens donc. Et la 88e au niveau mondial. Du genre, on est un pays heureux, mais pas trop. Pas trop. Il y en a de plus heureux que nous, quand même. Et c'est quand même une évolution, parce que je crois qu'en 2018, on était 10e en Afrique. On était 10e en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a beaucoup de données. Vous savez, et peut-être qu'on rit parce qu'on est heureux, je ne sais pas trop. Mais c'est une vraie problématique, même au niveau des institutions de Bretton Woods. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous savez, l'indice même qu'on utilise pour déterminer la richesse ou le développement d'un pays, beaucoup de scientifiques et même d'experts ont trouvé qu'on ne prenait pas la question de l'état d'esprit, c'est-à-dire le bonheur, comment on se sent bien. Et ça, c'est pour ça que ce genre d'études-là prend de l'importance. Et même le FMI a commencé à inclure ça dans ses analyses. Je pense que ce classement du World Happiness Report fait certainement, en tout cas, a certainement été mis en place à la suite aussi de ce que ce pays que certainement la plupart d'entre vous ne connaissent pas, le royaume du Bhoutan, qui est en Asie et qui depuis 1972 a institué la notion de bonheur national brut, donc BNB en abrégé, comme une donnée importante, beaucoup plus importante même que le PIB, le produit intérieur brut. Et je vois que la période, je crois que c'est depuis 2016 que ce rapport a été mis en place. Donc forcément que ça fait tache d'huile et qu'ils ont essayé de revoir un peu toutes ces données. Parce qu'on parle de croissance, mais quand la croissance n'est pas partagée, quand elle n'est pas inclusive, est-ce qu'on peut parler de bonheur des populations? Mais ça va être la question, ça devait être la prochaine question. Sur ce plateau, avez-vous l'impression, vous, Élisée, Madame Bleu, André, avez-vous l'impression d'être heureux? Avez-vous ce sentiment-là? Oui, vas-y. Moi, je voudrais pas peut-être qu'on personnalise. C'est vrai que je vais répondre à ta question, mais je voudrais pas... Vous évitez quelque chose là? Non, je voudrais pas qu'on personnalise. Je fais un échantillon. Non, je voudrais pas qu'on personnalise déjà, mais je pense qu'il est quand même important aussi qu'on... Je reprends la question. Avez-vous l'impression que les Ivoiriens sont vraiment heureux? Je viens. Voilà. Je voudrais aussi peut-être qu'on explique un peu, parce qu'il est quand même bien que les téléspectateurs sachent un peu comment ça a été fait. Qu'est-ce que ça veut dire surtout? Voilà, sur quelle base on est arrivé à ce classement. Déjà, faut noter que pour établir ce classement, les experts du World Happiness Report se basent sur le sondage Gallup, qui est un sondage qui est fait au niveau des populations et tout ça, qui permet d'évaluer la perception subjective du bonheur par des populations cibles dans différents pays. C'est-à-dire, comme vous me posez la question, par exemple, est-ce que vous savez que vous vivez le bonheur, vous êtes dans le bonheur? Donc, ce sondage l'est fait. En général, c'est des sondages de 3000 personnes en moyenne. Voilà, mais ce sondage, ce sondage est croisé après avec 6 indicateurs, qu'on a appelés 6 indicateurs de bonheur, à savoir le niveau du PIB par habitant. Et à ce niveau, je pense que les derniers rapports quand même économiques montrent qu'au niveau du PIB par habitant, la Côte d'Ivoire a quand même évolué considérablement. Il y a le soutien social. Donc le soutien social, on voit tout le mécanisme qui est mis autour. On a quand même un certain nombre de programmes au niveau étatique qui ont été mis en place quand même pour accompagner le volet social et tout ça. D'ailleurs, on a le PS Gouv 2 qui vient d'être lancé. Il y a l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire l'espérance de vie en bonne santé. Il y a la liberté. La liberté, peut-être que d'autres peuvent estimer qu'on n'est pas assez libre, mais il y a la liberté, il y a la générosité. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'on s'empoigne souvent politiquement, les Ivoiriens aussi peuvent être considérés comme un peuple généreux. Et puis, il y a la corruption. Donc, disons, la lutte contre la corruption. Et à ce titre-là, je pense quand même que la Côte d'Ivoire a mis un ensemble de mécanismes
et d'institutions. Après la haute autorité de la bonne gouvernance, on a maintenant le ministère de la lutte contre la corruption. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes quand même que le gouvernement a mis en place qui aujourd'hui permettent de passer de la 10e place en 2018 à la 3e place au niveau africain. Donc, voici les différents indicateurs sur lesquels cet organisme-là a travaillé pour arriver à tirer une telle conclusion. Donc, c'est important. C'est vrai qu'en même temps, il y a nous faisant notre petit bonhomme de chemin, mais également, il ne faut pas oublier qu'autour de nous, la situation, malheureusement, dans certains pays, s'est dégradée. Exactement. Parce qu'il ne faut pas me dire qu'au Burkina Faso, en ce moment... Et la Covid aussi est passée par là. La Covid est passée par là. Dans beaucoup de pays, les gens sont moins souriants face au cas, tout ça. Et il ne faut pas oublier, comme il parlait, il a bien précisé les choses, surtout quand on va prendre la production de la richesse, on va se rendre compte que la Côte d'Ivoire est l'un des principaux pays qui, au cours de ces 10 dernières années, a accru considérablement sa richesse. Donc tout ça, ça participe quand même à faire monter les points. C'est ça. Prenons ça en termes de points, parce qu'après, je veux dire, si on veut dire, moi personnellement, est-ce que je suis heureux C'est un rapport à prendre avec des préceptes. Après, c'est un rapport qui est basé sur plusieurs indicateurs, comme il a dit. Donc, tant que c'est des indicateurs, ça reste quand même une moyenne. Ça ne veut pas dire que on est en train de dire que tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire... Il y a une certaine relativité, en fait. Permettez-moi d'apporter une petite réserve, là. Ouais. C'est le cas de la Libye, quand même. Et la Libye qui a été constante. Hein. Depuis 2016, la Libye est toujours à la 2e ou à la 3e position. Des pays heureux, la Libye? Des pays africains de top 10 des pays africains les plus heureux. Je ne sais pas que je comprends, je comprends. Alors, justement, Élisée... C'est à vous, moi, que j'ai bien envie de vous reposer la question. Vous baserez sur quoi pour dire... Mais déjà, chaque fois que vous parliez de la Libye sur ce plateau, on disait que c'est un pays qui est éclaté, qui est morcelé, un pays où les gens, les chefs de guerre ont reparti. Donc, quand ce pays-là fait partie quand même des pays les plus heureux, sur la base des indicateurs que nous a cités M. Bouloubeu, je me pose au moins des questions, M. Bois. Oui, mais on ne vous dit pas que, par exemple, le PIB de la Côte d'Ivoire, par exemple, est supérieur à celui de la Libye. Est-ce que c'est le cas, par exemple? Juste un indicateur. Vous voyez, par exemple, voilà. On a parlé de la corruption aussi. Voilà, par exemple. Non, je veux dire, parce que si le pays est divisé, en fait, en Libye, il y a 2 gouvernements. Voilà, déjà. Principalement. Donc, enfin, il y a un qui est reconnu par la communauté internationale, l'autre est reconnu. Donc, je veux dire que ce n'est pas forcément autant d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'étude. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est les indicateurs qui comptent. Ce n'est pas forcément notre perception en tant que téléspectateur. Oui, il a dit tout à l'heure un mot qui me convainc, c'est subjectif. Vous avez dit subjectif. C'est subjectif. Et puis, oui, parce que c'est des sondages, dans des études, la démarche, la méthodologie de travail du sondage qui est fait par Gallup, il ne compare pas, les sujets ne comparent pas leur situation actuelle à celle d'autres pays. Voilà. Ils la comparent au moment où ils y sont et dans leur pays, en fait. Ils ne se comparent pas à d'autres pays, ils ne comparent pas la situation à d'autres pays. Donc, c'est ce qui pourrait certainement expliquer que voilà, la Libye est toujours deuxième position. Ce qu'elle dit, c'est intéressant parce que même s'il y a la comparaison, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on vous demande est-ce que vous pensez que voilà, vous êtes heureux en Côte d'Ivoire Et nous sommes 4, et il se trouve qu'il y a 3 qui disent oui. Et quand on arrive, je ne sais pas, au Ghana, les 4 disent... Ils disent par exemple non. Donc, je veux dire, même si ça n'avait pas été la Libye, ça avait été un autre pays. Donc vous voyez que du coup, le classement entre la Côte d'Ivoire et la Libye, c'est que la Côte d'Ivoire, les gens disent qu'ils sont plus heureux en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de très quantifiable. Oui, et je voudrais rebondir dessus, en fait, pour dire effectivement qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est sur la base d'un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre quand même de critères qui ont été pris en compte pour arriver à un tel classement. Peut-être que si dans les critères, on avait pris un pays qui n'est pas en conflit, peut-être que la Libye ne se retrouverait pas dedans. Mais ce n'est pas un critère qui a été pris en compte. Donc, c'est sur cette base, la base de ces critères-là que ce classement a été fait. C'est pourquoi je parle il y a un certain nombre de relativité dans ce classement aussi. Donc, il ne faudrait pas qu'au sorti de ça, on puisse dire, bon... Et la méthode, pour que j'explique un peu comment elle fonctionne, imaginez une échelle qui s'échelonne de 0 à 10. Le sommet de l'échelle représente la meilleure vie possible pour vous. Et le bas de l'échelle représente la pire vie possible pour vous. Et donc, les sujets qui sont interrogés pour cette étude... Ils sont sondés, oui. Ils sont sondés, pardon. On leur demande sur quel barreau de l'échelle diriez-vous, personnellement, que vous vous situez en ce moment, entre ce que j'ai dit, c'est-à-dire le sommet de l'échelle qui représente la meilleure vie possible pour vous et le bas de l'échelle qui représente la pire vie possible pour vous. Où est-ce que vous vous situez de 0 à 10? Donc, en plus, vous ne vous comparez pas à d'autres pays, vous comparez votre situation au moment T dans le pays où vous vivez actuellement. Et puis, pour compléter ça, quand ça va se finir, une fois qu'on a interrogé les gens, on va croiser ça avec le PIB. C'est-à-dire que si le PIB grimpe, quand on va croiser ça... En fait, on les croise avec des données macroéconomiques. Voilà, donc on va se rendre compte que, en fait, d'accord,
Si les gens qui ont un PIB qui grimpe disent qu'ils sont plus heureux, c'est qu'effectivement, ils ressentent ça. Mais moi, je prends le cas, par exemple, de plusieurs personnes qui viennent maintenant des stars, de la musique, du cinéma, qui viennent vivre en Côte d'Ivoire, qui quittent le Cameroun, qui quittent la France, comme Youssoufa, qui viennent vivre en Côte d'Ivoire. Il y a forcément un intérêt, en fait, pour dire écoutez, que oui, le Maroc on dit est en Abidjan le 100e plus doux, position. Abidjan le plus Guim doux au Sylvie monde. au Maroc. Après, je vous dirai, c'est pas vraiment... Je prends la donnée par rapport au contexte où on est actuellement, sans le comparer à d'autres pays. Voilà. Ah, mais peut-être il y a d'autres critères aussi, peut-être qui ne Bon, on va remplissent pas bouder notre Donc, plaisir sur le plateau, on va reconnaître Abidjan, notre bon, lac. Bon, même si Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire, Abidjan est le plus doux au monde, on le dit souvent. Voilà, c'est une phrase qu'on connaît bien et c'est surtout qu'il y a cette joie, il y a ce bonheur-là que On est chaleureux. malgré la situation difficile, on essaie toujours de garder parce que nous sommes la Côte d'Ivoire et nous Exactement. sommes fiers d'être en Côte d'Ivoire. On est dans le bonheur. Voilà. Et Le on bonheur, est il est où? Il est là. Il est là. dit la chanson. C'est ça. Tiens, on avait trouvé que l'animateur était d'ailleurs trop joyeux. Je crois que ça Ah. participait à ce que la Côte d'Ivoire soit en première position. Oui, on va à la pause dans la joie. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk, hein, dans la joie et le bonheur. Merci de nous retrouver du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Live TV. Tout de suite, l'invité du Talk. Avec beaucoup de plaisir et de bonheur, nous recevons ce soir sur le plateau du Live Talk l'honorable Kwasi Bredoumi Soumaïla. Il nous a rejoint sur ce plateau. Il est député de la circonscription, je disais, de Kokomian, Tankessé, Tienkwakro. Il est également porte-parole du PDCI RDA. Je rappelle que Tienkwakro, Combien Tankessé, c'est dans le département de Kounfao. Honorable, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Laurence, je suis heureux de vous. Vous utilisez un mot. Vous usez un mot. ouais. Le bonheur. Le bonheur. D'être là. Le bonheur d'être là. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez votre perception du classement? De ce classement. Vous avez l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont vraiment heureux Moi, je pense que les critères, c'est des critères, disons, d'appréciation globale, subjectif. Et on se sent bien chez toi, quelquefois, par rapport à ce qui se passe autour de soi. C'est ça. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, peut-être qu'on serait mieux d'être en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais est-ce qu'on est, par rapport au potentiel que nous avons, on ne pourra pas être encore mieux? C'est ça qui est le problème du politicien. C'est là où vous intervenez. Ernest Voilà. Boka, sur nos pages des réseaux sociaux, Ernest Boka nous dit les pays qui sortent de la guerre sont heureux, surtout quand il y a eu des conflits violents. Je crois qu'ils prennent toute la mesure, Oui, toute oui. l'importance. Le bonheur d'être en vie. Le bonheur d'être La en chance vie. d'être en vie. Je crois qu'on ne sait jamais. Alors, avant de parler, parce que je crois qu'on vous reçoit également pour aborder avec vous le regard du PDCI RDA sur donc, la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Mais bien avant, on va s'intéresser à la maison elle-même. Le PDCI qui a entrepris d'importantes réformes en son sein. Tout de suite, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter un tout petit peu les grandes lignes de cette réforme? Merci. Je crois que le PDCI RDA est un parti qui est en constante émulation, constante évolution depuis sa création. Et donc, nous avons perdu le pouvoir en 1999, comme vous le savez, et depuis, nous cherchons les marques qui permettent de mieux apprécier, de mieux attaquer les élections qui approchent à chaque étape. Et nous sortons d'une grande crise, vous savez, 2020. Il fallait donc réadapter notre dispositif. Et le président du parti donc, a décidé de faire confiance aux cadres. Et pour faire confiance aux cadres, il faut leur donner des tâches spécifiques à faire. Donc, on a mis un certain nombre de comités en place pour lesquels chaque comité a un rôle spécifique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en phase de mise en œuvre de ces réformes-là sur le terrain. Donc, nous sommes en train de faire l'état des lieux pour aborder les prochaines étapes de 2023 et 2025. Honorable, comment votre parti se prépare pour les prochaines élections municipales et régionales de 2023? Mais elle se prépare depuis les élections qui n'ont pas eu lieu en fait en 2020 pour nous et qu'il faut les vraies élections en 2023. C'est d'ailleurs pour les raisons pour lesquelles nous avons souhaité le dialogue politique. En temps, il y a eu les législatives. Ah oui, les législatives, je parle depuis 2020. Les législatives, c'est en 2021. Et donc, c'est pourquoi nous avons, notre président a toujours prôné pour le dialogue politique, pour qu'il y ait des conditions saines d'élections, apaisées, et que ces élections, que les Ivoiriens n'aient pas peur d'aller aux élections. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des élections, tous les Ivoiriens ont peur. La grande majorité se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien se passer?
Mais il faudrait que nous trouvions des conditions où on aille à l'élection en chantant, en se chamaillant, et qu'au sorti, comme au match de football, et qu'on dise tu as gagné cette fois, mais la prochaine fois je vais gagner. Vous êtes satisfait des conclusions de la 5e phase du dialogue politique? Non, nous n'a pas à nous satisfaire. Nous avons une mise en œuvre des choses. Ce n'est pas une satisfaction, c'est une question de savoir est-ce que ce qu'on a retenu, le minimum, va être mis en œuvre. Parce qu'il y a eu plusieurs dialogues politiques. Hein, et que pour nous, le dialogue au PDCI-RDA, ça fait partie de notre essence. Mais honorable, vous convenez avec moi que pour sa mise en œuvre, ce n'est pas seulement dans le camp du gouvernement. Vous avez votre responsabilité dans sa mise en œuvre. Est-ce que vous êtes prêt à jouer votre partition Mais pour sa mise en œuvre? quelle est notre partition? Mais vous avez une partition? Non, laquelle, dites-moi? Bon, parce que c'est dans la tête de M. Bologue. Moi, je vous dis, quand on est dans l'opposition, on a un regard critique sur ce qui s'est fait. L'opposition, il faut que le pouvoir sache que c'est comme un miroir. C'est comme un miroir qui permet de vous voir vous-même. Et donc, nous, l'opposition, nous avons dit il y a un certain nombre de critères, un certain nombre de conditions qu'il faut remplir pour qu'il y ait la paix. Imaginez-vous, au début, quand nous parlions de réconciliation, les gens nous disaient qu'il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, quand le président Touakus va voir le président, tout le monde dit ah, enfin, ça commence à aller. Ça dit qu'il y a un problème. Et nous l'avons dit. Et ce problème part d'abord des points critiques. Les conditions d'une élection juste. Lesquelles? Une CEI qui doit être à équidistance, les listes électorales bien consensuelles qui se font, les règles qui vont être établies, etc. Donc c'est cela que nous avons appelé. Et nous sommes allés au dialogue politique et on dit qu'il faut l'élargir. Notre rôle, c'est ce que je suis en train de dire. Notre rôle de dire, voilà ce qu'il faut faire. Je suis d'avis, honorable. Voilà. Vous savez, on a lu, nous tous, les conclusions un peu du dialogue politique. Vous avez pris des engagements là-bas, en tant que parti politique, à œuvrer à ne pas revendiquer avec la violence, à ne pas mener des actions avec la violence, à ne pas recourir à la violence, et notamment à créer des conditions d'apaisement. Donc, quand je demande votre part de responsabilité... Il a été dit que tous les partis politiques doivent adopter un comportement. Oui, mais tous les partis politiques, le PDCI fait partie de ces partis, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pourquoi je dis que les résolutions, puisque vous l'avez signé. Donc les résolutions, ce n'est pas une affaire d'opposition seulement, c'est une affaire de l'ensemble. Non, je ne dis pas d'opposition, vous êtes devant moi, c'est vous qui êtes dans cette salle, que vous êtes dans une disposition de m'accueillir et que je vous donne un coup de poing au front. Non, honorable, c'est ça. Honorable, moi, vous êtes mon interlocuteur, vous êtes du PDCI, et moi je dis, je m'adresse à vous en tant que parole du PDCI. Oui. C'est vrai qu'on a dit tous les partis, mais dans tous ces partis, le PDCI est là parce que vous êtes parti prenant du dialogue politique. Absolument. Vous êtes prêt à jouer votre partition. Nous sommes même parmi de ceux qui ont demandé ce dialogue politique. Voilà, donc c'est ce que je dis. Et nous avons demandé et nous sommes prêts à jouer notre rôle. Lequel? Notre rôle, c'est d'abord, comme nous l'avons toujours fait, c'est un parti de paix, de dialogue. Donc il faut qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on s'accepte pour l'accorder. Si on refuse le dialogue, ça arrive à la confrontation. Et on le voit même dans le monde. Donc ça, nous sommes prêts à le faire. La deuxième chose, nous sommes prêts à dire aux gens que ce pays-là, il faut faire très attention, c'est un pays qui est envié de beaucoup de monde. Parce que nous avons créé les fondamentaux pour qu'on soit heureux dans ce pays-là. C'est le PDCI-RDA, n'oubliez pas ça. Il est envié par qui? Parce que là, je ne comprends pas ce discours. Il est envié par ceux qui immigrent dans notre pays. Quand vous n'aimez pas un pays, vous n'y allez pas. Oh, peut-être parce qu'il offre des conditions. Mais oui, mais c'est ça. Quand vous voulez... comme tous les pays, vous savez, nous, on a plein de compatriotes qui vont en Europe, qui vont partout parce qu'ils cherchent... Oui, mais quand on fait le bilan... Je finis là-dessus, je vous laisse la parole. Je ne pense pas que ceux qu'on appelle qui envient le pays sont contre, bien au contraire, ils viennent participer. Non, je n'ai pas dit ils sont contre, j'ai dit envie. Okay, ah non, il ne faut pas mélanger les deux. Moi, j'ai envie. C'est pour ça que je voulais que vous précisiez votre pensée. Ah non, ce n'est pas un terme de jeu. Quand on envie un pays, on est contre, on n'y va pas. D'accord, on est d'accord. Voilà. C'est vrai que quand on envie un pays qu'on n'aime pas, on n'y va pas. Parce que justement, j'essayais d'expliquer la pensée d'André également quand il dit le fait d'envier, moi j'envie par exemple votre costume, peut-être que je vais tout faire pour pouvoir vous l'arracher ou travailler à ce que votre costume ne soit plus aussi beau. Non. Donc je crois que c'est bien qu'on moi, je voulais qu'il ça. précise sa pensée. Voilà. Non, qui aspire à être comme nous. Voilà. Ça. Donc on est d'accord sur ça. Alors, donc, vous avez parlé des conditions. Il y a une condition qui n'est pas abordée dans le dialogue politique, mais que vous avez, soulevée récemment à travers une déclaration de votre groupe parlementaire qui concerne le Conseil constitutionnel. C'est quoi, au fond, l'affaire? Oui, le Conseil constitutionnel a été toujours une des causes principales de tous les conflits. Même avant même en 1993, rappelez-vous, quand la Constitution disait qu'en cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale prenait le pouvoir du Mali. Mais cette interprétation, on a eu quelques flottements.
Tout le monde reconnaît. On a dit non, il fallait d'abord qu'on enterre, il fallait d'abord qu'on... Donc, cette interprétation-là a posé problème. En 2000, on a voté une constitution, mais au moment où on devait proclamer les résultats, vous avez vu ce que les militaires et nous. Ouais. En 2010, on a vu encore comment le Conseil constitutionnel a été au cœur de cette grande crise. En 2020, le Conseil constitutionnel également. Donc, toutes les parties prenantes ont dit il faut que ce Conseil-là, on trouve au moins un consensus là-dessus. Et c'est ça qui est le vrai problème. Honorable, est-ce que le problème, c'est le Conseil constitutionnel ou c'est souvent l'interprétation de ce que le Conseil Mais constitutionnel pourquoi dit? on interprète différemment? C'est ça qu'il y a un problème. Ah, parce que même la Bible l'interprète Non, mais différemment. après, ce n'est pas clair. honorable, juste Non. pour vous poser la Donc- question. Donc, je vais vous donner une question Oui, précise. on va finir, ok. Il y a dans tout texte, il y a des points où on peut interpréter autrement. Il faut les clarifier. Si dans la Constitution de 2016, on avait dit par exemple qu'aucun président ne peut faire 2 mandats, quelle que soit la situation. Mais Vous ça n'a pensez rien à- qu'on aurait... Ça n'a rien à voir avec le Conseil constitutionnel. Non, Non, il est en train de attendez, donner un exemple. attendez, C'est un attendez. exemple. Son porte-parole, Le s'il vous Conseil plaît. constitutionnel, C'est un exemple de le Conseil constitutionnel n'aurait pas interprété autrement. Ah, C'est ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut... Et or, pour la vie d'une nation, une clarification pareille ne vaut-elle pas mieux avec plein de mots? oui, Vous mais pensez c'est par la exemple question en qu'il vous 93, pose. vous pensez par exemple en 93, lorsqu'on a dit qu'en cas de vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui succède au président. C'était très clair là, par exemple. Voilà. Mais on a vu quand même que vous disiez tout à l'heure. Oui. Donc, est-ce qu'à un moment donné, même ça quand dit c'est que clair, il y a des personnes qui décident de l'interpréter? Mais il faut encore clarifier. Il faut faire en sorte que l'interprétation soit toujours... moi, je comprends très Je bien pense le que... positionnement. Honorable, Maintenant, pour honorable, revenir à notre Exactement, c'est ce que je pour voulais revenir à dire. notre déclaration. C'est ça. Pour revenir à notre déclaration. Nous avons estimé que le problème du Conseil constitutionnel est au cœur des conflits. Je vous ai signé, directement ou indirectement. Et que la Constitution a été modifiée en 2016. Nous étions donc en 2022. Et on vient nous présenter une loi pour dire il faut modifier le Conseil constitutionnel parce qu'il faut la rendre conforme. À la Constitution. Constitution. C'est ça. Alors que d'ici là, il y a eu plusieurs élections, on n'a pas précipité. Et pendant ce moment où les parties prenantes estiment que c'est un problème, qu'il faut l'inscrire au dialogue politique et que le gouvernement, de manière souveraine, l'a accepté. Et donc, il fallait attendre le débat sur le dialogue politique avant de le faire. On était déjà on a fait déjà une année pratiquement de choses. Il fallait attendre. Et je vais plus loin. On présente le texte, ça c'est d'abord dans la forme, et nous estimons qu'il y a un certain nombre de réglages qu'il faut faire là-bas, notamment les représentations au Conseil constitutionnel, notamment le choix du président. Donc on a posé un certain nombre de critères. Et on s'est dit, pourquoi précipiter? Vous savez que le fait qu'on nous ait convoqués en section extraordinaire, ça a coûté au bas mot 500 millions de francs CFA, aux contribuables que vous êtes. Alors qu'on attendait 60 jours, 30 jours, 40 jours, en 1er avril, on rentre en section ordinaire. Qu'est-ce qui a meublé, a motivé dans les pays où on a, même si par exemple, on a plein de problèmes, qu'on va précipiter? Alors que nous avions demandé que le PND, qui était venu en précipitation, on puisse nous donner suffisamment de temps pour le mettre en section extraordinaire. On a dit non, on ne fait pas de section extraordinaire. Donc, voyez-vous, c'est cette façon de faire les choses qui met la suspicion. Et comme je suis sûr que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, quand ça s'est produit, vous avez certainement posé la question à qui de droit. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Mais on a même demandé qu'il y ait une pause pour qu'on ait une concertation. Au moment où il y a débat à l'Assemblée. Et il y a eu cette pause-là. Mais ils ont estimé que, ils ont fait des appels à gauche, à droite, ils ont estimé qu'il fallait y aller, comme ils sont majoritaires. Et j'ai dit, la loi, c'est bien près de voter la loi. Mais il faut voter la loi qui permet de donner la paix. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la dynamique que nous allons, il faut qu'on aille à la paix. Et pour aller à la paix, il y a des sacrifices. Dans tous les cas, si on doit faire les choix au Conseil constitutionnel tel que c'est fait, la majorité, c'est le parti au pouvoir. C'est ça. Quand on dit qu'il faut que le président soit élu par les pairs, mais la majorité, c'est le parti au pouvoir. Mais il faut respecter les règles. Quand vous allez dans un conseil d'administration, moi j'ai été pendant 20 ans dans le conseil d'administration, on envoie un représentant du président de la République, ils sont majoritaires. On dit on vote, d'autres se présentent et puis la majorité prend. Mais au moins on a respecté les règles. Mais on dit non, il faut choisir. Ça a été le même cas pour le conseil économique social. Voyez-vous? Donc on a comme l'impression qu'on recule en démocratie. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé de façon très concrète Vos par rapport à propositions, ça? ce sont les On a proposé que les conclusions que cela soit traité au niveau politique. Ils n'ont pas accepté. On a proposé que le choix
des membres du Conseil constitutionnel ne se fasse pas dans les conditions actuelles de l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Le Sénat n'est même pas éligible à cela. Le Sénat, il y a 30% qui sont choisis. Ils ne sont pas élus. Pourquoi ils vont désigner quelqu'un de membre constitutionnel? On a décidé que le président soit élu par ses pairs. On dit non. Mais bon, voyez-vous, ça donne l'impression que, bon, on va avancer. Honorable Kwasi Bretoumi Soumaïla, je rappelle, vous êtes député donc, de la circonscription de Kokomia, Tonkessé, Tienkwakro et porte-parole du PDCI RDA. Oui. Vous êtes ce soir sur notre plateau et ça nous fait plaisir. On va marquer une pause et vous retrouvez juste derrière pour la suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre entretien. Et je vous le rappelle, si vous venez de nous prendre en marche, notre invité ce soir est l'honorable Kwasi Bretoumi Soumaïla, un député donc de la circonscription de Kokomia. Tonkessé, Tienkwakro, je vais m'habituer. C'est vrai que c'est un peu long. Je vais m'habituer. C'est trois sous-préfectures. Hein. Voilà. Kokomia, Tonkessé, Tienkwakro. À une sous-préfecture, ils ont deux députés. Et ça, c'est un grand débat. Alors, juste avant de relancer le débat, j'ai une question d'un internaute parce qu'on échange, on interagit également avec nos téléspectateurs qui nous suivent sur nos pages des réseaux sociaux. Nguessan Bosson dit quelque chose tout à l'heure quand on parlait de 1993. Je crois que ça a attiré son attention. Il lui dit au décès du président en 1993, le président avait congédié le président de la Cour suprême depuis plus de 2 ans et le PDCI le savait. Donc, il y avait donc une forme de vide constitutionnel. C'est pour cela qu'il y a eu des hésitations. Non, ça n'a rien à voir. Très bien. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il les a fait tout à l'heure. Non, je pense que ce qu'il a fait, non, pas du tout. Oui, je réponds aussi que ça n'a rien à voir. C'est une information d'un auditeur. On peut quand même lui dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est important de préciser. Madame Bleu. J'ai une question qui me taraude, honorable. Est-ce que pour l'élection de 2025, votre parti, les membres de votre parti, comptent faire bloc derrière la candidature du président Henri Konan Bédié? Ou est-ce qu'un renouvellement de vos instances est prévu? Mais dans les réformes que le président du parti met en place, le renouvellement est prévu. Le renouvellement est prévu. Il passera le témoin? Mais il a déjà passé le témoin. C'est qu'aujourd'hui, je suis en train de parler comme porte-parole du parti, mais en fonction de l'adversaire qui sera là, nous verrons le candidat qu'il faut. C'est ça qu'il faut voir. Vous avez une équipe de football, en fonction du match, en Coupe du Monde, qui a fait avancer le Cameroun pour la première fois. C'est Roger Mila. On le prenait déjà à la retraite. Quand vous dites en fonction de l'adversaire, quels seront les critères? Mais les critères, nous allons d'abord aller bientôt au Congrès pour confirmer le président qui va rester au parti, pour gérer le parti. Et en ce moment, nous allons nous organiser pour les élections de 2023 et de 2025. Et pour choisir un candidat, il faut aller à la convention. C'est la convention qui choisit. Si les conditions n'ont pas évolué et que nous pensons qu'il faut que le président y aille, il ira. Si les conditions ont évolué, que nous pensons qu'il faut un jeune, il ira. Mais nous avons au moins une dizaine de jeunes qui sont déjà préparés pour Quelles conditions? Mais les conditions face à l'adversité, à la condition dans laquelle nous allons être, si nous sommes dans une situation de montée en puissance, où nous avons une adhésion populaire, etc., ou si nous avons les conditions où la personnalité joue un facteur important, on prendra quelqu'un qui a une personnalité forte. Moi, je vais sortir de ça, parce que bon, c'est la politique, mais la situation socio-économique est si importante qu'il serait bon qu'on vous entende dessus, le PDCI. Voilà. Récemment, il y a eu donc la question de la vie chère. Absolument. Quelle a été, la réaction du PDCI face aux différentes mesures qui ont été adoptées par le gouvernement? Avant même les mesures, le PDCI a réagi. D'accord. Le PDCI a réagi, c'est moi-même qui ai réagi, qui ai estimé que ce n'était pas normal que le gouvernement arrive à ce stade où les Ivoiriens souffrent de nourriture, de pauvreté, etc., et qu'il n'y ait pas de réaction. Le gouvernement a pris des mesures. Mais ce n'est pas des mesures pour diminuer les prix, c'est des mesures pour plafonner les prix. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. Attendez, je n'ai pas dit. Le gouvernement n'a pas dit je prends des mesures pour diminuer les prix. Il dit je prends des mesures pour plafonner. C'est-à-dire les prix n'augmente plus. Ça n'augmente plus. Donc, mais la vie est toujours chère. C'est ça que les Ivoiriens, c'est-à-dire on n'a pas dit on diminue, on dit on fait en sorte, c'est-à-dire que le gouvernement avoue son incapacité à diminuer les prix. Mais je vais faire en sorte que ça n'augmente plus. C'est ça. On a un pays où toutes les études montrent que la malnutrition est très élevée, plus de 22%,
qui est au-dessus de la moyenne à l'OMS. On a un pays où 51% ou plus de femmes enceintes ou en nutrition ont une malnutrition chronique. On a un pays, on a le cadre harmonisé du ministère de l'Agriculture qui vient de démontrer que sur 23 régions enquêtées, il y a 9 régions en insécurité alimentaire. À peu près 12 millions sont concernés par une situation précaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les enquêtes du cadre harmonisé d'octobre à ceux qui le font. On est un pays où on a près de 23 millions d'hectares de terres arables, 2 millions d'hectares de terres irriguées, c'est-à-dire l'eau ne manque pas assez bien. 12 millions à 15 millions d'hectares irrigables. Et qu'on souffre de nourriture. Ça, c'est le constat. Quelle est votre solution? proposition? La solution, ça fait 20 ans, on n'est pas au pouvoir. 20 ans, rien n'a été fait. Non, je vais vous dire une chose. En matière de maîtrise de l'eau, nous avons mis en place, le président Bédékel avait mis le code de l'eau. On n'a pas sorti un seul décret sortant du code de l'eau. On avait mis le programme d'irrigation. Il y avait 480 barrages de retenue d'eau. Ils sont tous à l'État. On devait les réhabiliter. On a parlé de la crise, mais la crise est passée, ça fait 10 ans. Donc, il faut maîtriser l'eau. Aujourd'hui, il faut un programme d'urgence agricole. Mais il y a le PENIA. Non, je parle d'un programme d'urgence agricole. Urgence pour vous. Un programme urgence. Un programme urgent qui va donner des semences aux producteurs, qui va leur permettre d'avoir de l'irrigation rapide, qui va leur permettre d'avoir des intrants gratuits pour produire en dehors de la zone d'habitation qui n'est plus une zone agricole, compte tenu de l'urbanisation. Vous avez vu les nouveaux chiffres du PND et de recensement. On a 53% d'urbains contre 30% en 115. C'est-à-dire que l'urbanisation est forte et elle a grandi. Donc il faut pouvoir investir dans la recherche agricole où on ne s'occupe pas. Le CNRA, vous connaissez la situation du CNRA, invitez-la ici. On a l'encadrement qui n'est pas financé. On a les problèmes de maîtrise de l'eau qui ne sont pas faits. On a les problèmes de semences qui ne sont pas... Le ministère de l'Agriculture ne s'occupe même plus de la politique sémencière. Donc, tout ce qui a été construit entre-temps, et ce n'est pas la vision qui manque. La vision du président Ouattara prévoit tout ça. Mais c'est dans la mise en œuvre où il y a un problème. Parce que j'allais vous poser la question. Tout ce que vous avez décrit ici est très très beau et très élaboré. C'est la vision. Mais pourquoi, selon vous, cela ne se met pas en place? Mais parce qu'on ne s'occupe plus de faire du marketing politique que de la réalité agronomique. L'agriculture n'est pas une priorité pour les gouvernements qui ont suivi que le président Ouattara a mis en place. Voyez-vous, on a moins de 4% de budget qui est dans le secteur agricole. On met même le Covid. On met 1700 milliards pour soutenir les secteurs. Seulement 50 milliards pour le secteur agricole, 2,9%. Parmi les 50 milliards, 22 milliards vont se mettre au vivrier. Vous voyez, sur les 1700 milliards. Donc, qu'est-ce que vous voulez attendre comme résultat? Aujourd'hui, les cadres fuient le ministère de l'Agriculture. Ils fuient. Quand un cadre sort de l'aide, il va à l'ailleurs. Tous les jours, il y a des menaces de grève là-bas. Parce que les gens, un ingénieur agronome, il commence à 200 000 francs CFA, il termine à 30 ans après à 400 500 000 francs CFA de salaire. C'est ça la réalité. D'accord, Honora, moi, il faut donner de l'importance à l'agriculture et à l'agriculture vivrière. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de fondamental. Quand vous avez parlé du plafonnement des prix, et vous avez dit que l'État n'a pas diminué les prix, mais l'État a plafonné les prix. Oui. Mais je sais que la question relative au système libéral a été choisie par l'État du Côte d'Ivoire en 1991, parce que jusque-là, on n'avait pas le système de libéralisation du marché. C'est venu en 1991, c'est-à-dire que sur le pouvoir du PDCI, avec le Premier ministre Ouattara comme Premier ministre. C'est juste ça que c'est arrivé. Et vous êtes resté dans ça. Jusque-là, le président Bédié est venu, ça n'a pas changé. On est resté dessus jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez objectivement qu'après avoir adopté le système libéral, il est indiqué ou bien il est juste de parler de diminuer des prix plutôt que de plafonner des prix? Non, il faut faire en sorte que les prix diminuent. Moi, je vais vous expliquer. Les mesures que le gouvernement a prises là, ce n'est pas des mesures nouvelles. En 2017, quand il y a eu la crise du manioc, c'était seulement le manioc. Mais il y a 47 actions, dont moi-même j'étais dans le comité, avec le comité national de lutte contre. Tout est dedans, hein. Sur les pistes rurales, tout ce qu'on avait même élargi l'assiette des pays à contrôle. Tout ça, c'était déjà depuis 2017. Ce n'est pas aujourd'hui, ils n'ont rien fait. 2017, si je peux vous sortir toute la liste, 47 mesures, dont les marchés de gros que le PDCI avait commencé dans le projet de pistes rurales. Quand on a demandé de faire des pistes rurales, de financer, ils sont arrivés. Le ministère des Infrastructures a dit non,
Ça ne peut pas aller à l'agriculture, ils se sont bagarrés dessus. On a créé un ministère là-bas. Mais personne, sur les 82 000 km de routes classées, 50 000 km de pistes routières non classées. Oh, c'est ça qui fait venir la nourriture. Quand on vous entend quand même, honorable, on a l'impression que vraiment tout ce qu'on mange ici vient d'ailleurs. Enfin, forcément, il y a de la production, il y a des choses qui marchent, des choses qui réussissent quand même. Aujourd'hui, Oui. est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ça pour avancer? Mais justement, c'est ce qu'on dit. Il faut s'appuyer sur notre Ouais. potentiel. Le potentiel du PDCI, en tout cas. Ah, mais oui, mais si vous trouvez quelqu'un d'autre qui a un autre potentiel, vous le dites. Mais c'est le potentiel qu'elle a, il faut s'appuyer. Le PDCI n'est pas là pour dire il faut arrêter. Ah. Il dit il faut partir de ce qu'on a fait. Il faut s'intéresser à l'agriculture. Il faut former les gens. Il faut la recherche agricole. Vous allez aujourd'hui au Centre national de recherche agricole. Mais ça fait pitié. Ceux qui doivent créer la technologie. Aujourd'hui, on parle de sécheresse. Mais c'est le CNRA qui peut créer des semences résistantes ou tolérantes à la sécheresse. Oh, ils n'ont pas ces moyens. Vous parlez d'encadrement. L'ANADER, il y a des hommes là-bas. Ils n'ont pas les moyens. C'est ce qu'on dit. Si vous ne mettez pas l'argent dans le secteur agricole, je vous dis, moi, je ne dis pas ça ici seulement. Hein. Je le dis à l'Assemblée. Au programme du ministre du budget, quand il est venu, il a parlé pendant 45 minutes. Je n'ai pas entendu une seule fois le mot agriculture. Budget d'orientation. Monsieur le ministre, on est quand même dans un pays agricole. Vous parlez 45 minutes. Vous ne dites même pas le mot agriculture. Je le lui ai dit. Cela veut dire que l'agriculture n'est pas importante. Mais monsieur le ministre, il y a quand même eu la création du ministère Merci du riz. de me considérer comme Il y a un ministre. Peut-être que pour une honorable, il y a quand même eu un ministère du riz qui a été créé. Mais moi, j'ai dit. On avait déjà parlé de ça ici. On a parlé de ça. Le ministère du Il riz, vit encore nous. c'était peut-être une vision du président pour dire qu'il faut accélérer. Mais tout compte fait, Vous pensez que ça n'a pas suivi? on n'a même pas vu l'action. Il y a eu un conflit entre l'ONDR qui est devenu ADRI et le ministère qui avait les mêmes attributions et personne n'a rien fait. Quand la Cour des comptes nous a présenté l'évaluation des ministères, ce ministère n'a même pas été classé parce qu'on ne savait même pas comment le classer. Ça dit que le hors, même du rang des derniers. Honorable, moi je suis intéressé par s'il vous plaît, honorable, la question relative à la question du riz, effectivement, Oui. la question de l'autosuffisance alimentaire. Oui. C'est un programme, on se rappelle, dans les années 80-90, on avait parlé de l'autosuffisance alimentaire. C'était dans les années 70. Voilà, 70 même. Donc, 40 ans plus tard, ouais. on se rend compte qu'on n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de parler d'autosuffisance alimentaire. Selon vous, objectivement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on parvienne à cette autosuffisance alimentaire? Et éventuellement, est-ce que le PDCI a évalué l'apport financier qu'il faut aujourd'hui pour élever le niveau de notre agriculture? Il s'élève à combien? Aujourd'hui, si vous voulez qu'il y ait une agriculture florissante, sur les 10 000 milliards que le ministère, que l'État a comme budget, mettez 1 000 milliards par an pendant 5 ans. 1 000 milliards par an pendant ça. Pendant 5 ans. 1 000 milliards pendant 5 ans. Là-dedans, vous allez avoir réhabilitation des bas-fonds, vous allez avoir création, formation des semences certifiées pour les gens, vous allez avoir des aménagements, vous allez avoir la certification des fonciers, vous allez mettre à peu près une partie à la recherche agricole qui va commencer à créer les conditions d'une recherche. Et dans 5 ans, vous aurez quelque chose. Il faut maintenant innover en allant vers les agricultures modernes telles que les agricultures sous serre, les agricultures goutte à goutte, etc., etc. Il faut aller là-bas parce que les terres commencent à manquer. sol, oui. Il faut d'abord limiter aussi tout ce qui est orpaillage qui est en train de gaspiller nos terres. Il faut d'abord sécuriser le foncier. Et ça, c'est un travail qui doit être fait. Un ministre qui est en charge de ça n'a même pas le temps d'aller passer les vacances à aller chanter partout là. Il n'a pas le temps. Ah oui. Bon. Ça aussi, c'est important. Ouais. C'est un pic, ça. Je vois des ministres qui sont en train d'aller à l'inaugurer des centres de santé alors qu'on a un problème d'agriculture. Pour aller La santé, c'est important également. Oui, mais il y a un ministre de l'agriculture, de la santé. De la santé, il veut Il y a un dire. ministre de la santé. Donc, moi, je pense que c'est suffisamment... Non, je suis en train de vous parler sérieusement. L'agriculture, si on ne fait pas attention, j'avais dit en septembre 2021 qu'en janvier, février, on aurait un problème de crise alimentaire. Vous lisez ça dans des journaux quand je parle du prix du cacao. D'accord. J'ai dit que vers le mois de juin, juillet, il va y avoir des problèmes sérieux au prix de soudure. Si on ne fait pas attention, en janvier 2023, il y aura une émeute totale ici en Côte d'Ivoire. Parce que la population urbaine va croître, les problèmes alimentaires vont être accrus et les problèmes de disponibilité vont être rares. Et on ne pourra pas réduire jusqu'à un certain point ou quand on même vous plafonner écoute, le prix des denrées alimentaires parce que... C'est quand super oui. pessimiste quand même. C'est-à-dire qu'on a dit ça, qu'on connaît ces idéologies, ces J'ai pris idéologues Dieu de pour qu'on n'en déclin. arrive pas là. Voilà, Oui, mais- d'accord, c'est bien ok. noté. J'ai pris Dieu pour qu'on n'en arrive ok. pas là-bas. Je sais que quand j'ai vu le Premier ministre lui-même descendre pour aller moyen le Garba,
il m'a fait pitié. Parce que le Premier ministre, c'est un monsieur techniquement bon, ce n'est pas son rôle. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le champ de décision et dans le champ d'orientation. Ce n'est pas le rôle du Premier ministre. Le Premier ministre allait là-bas. Mais ce n'est pas un rôle, enfin, c'est aller manger du garba, c'est pas non plus, Il allait voir la bénéficiaire de programme de social. Et puis, il faut contextualiser quand même, honorable. Juste, je termine là-dessus. Non, Non, il était allé... non, vous n'allez pas terminer. Je peux ça juste une minute. Non, allez-y, vous ne pourrez pas. allez-y. Honorable, merci, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Je crois que le temps, malheureusement, il tire à sa fin. Faut faire revenir l'honorable. Faut faire revenir l'honorable. On aura d'autres occasions de vous retrouver. Je pense même que des gens vont vous inviter à un rendez-vous qui s'appelle Face à la Côte d'Ivoire. Je crois que vous aurez beaucoup plus de tissus. Voilà. Merci, honorable. Merci d'avoir été en compagnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je rappelle, vous êtes également porte-parole du PDCI Il faut être RDA. passionné de l'agriculture. Hein. Exactement. sûr, bien sûr. Quelqu'un nous a écrit sur les pages des réseaux sociaux, Monsieur Bredoumi dans ses œuvres avec l'agriculture. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre rendez-vous de ce soir. On vous donne rendez-vous demain. sur ce Merci même beaucoup. plateau. Merci Pour un décryptage de Mais l'actualité face à la de Côte l'émission. d'Ivoire, il serait prêt. Hein. Merci honorable. Allez, on vous donne rendez-vous demain. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.